Et donc on peut passer au troisième joueur du jour, on peut aller sur Max Strus, si tu veux bien. Max Strus, 32 minutes par match en 2024, 70 matchs, 95 de true shooting plus, donc moins 5% d'efficacité relative à la moyenne, on va en parler. Sur 17% de gauge, un volume de responsabilité évidemment pas majeur, mais mine de rien, plutôt une bonne saison pour Max Strus qui a débarqué à Cleveland. Oui, alors c'est vraiment con que le tir rentre pas en fait. Je trouve que c'est vraiment dommage parce que tout le reste me plaît beaucoup. Il y a cette notion un peu de connecteur qui a été poussée encore plus loin. Son assist de playmaking, il est passé de 0,7 à 1. Donc c'est un peu un joueur à l'équilibre entre scoring et playmaking pour les autres. Et je trouve que dans cette attaque qui était un peu statique, là où Okoro du coup apportait très peu de mouvement et très peu de connexion, il a vraiment apporté ça. Et en plus, il peut jouer à côté de Jarrett Allen. Et il y a des actions, il y a des moments où il est avec Jarrett Allen et Mobley sur le terrain. Et beaucoup de zoom action où va y avoir pas mal, sinon des actions un peu en pin down ou alors sur du poste haut, où en fait, il va permettre de faire le lien entre les deux ou de lancer une action pour les deux sur du short roll ou des choses comme ça. Donc je trouve qu'il a une très bonne synergie avec Allen, Mobley, mais aussi avec juste Allen ou avec juste Mobley. Et à l'inverse, il a aussi une très bonne synergie avec Garland et Mitchell en tant que poseur d'écran ou en tant que porteur de balle pour faire des pick and roll inversés. Enfin, je trouve fantastique dans le lien qu'il apporte en attaque et dans le mouvement constant. Et en plus, c'est un mec qui a pas peur de dégainer. Il prend genre 10-3 points par 100 possessions. Donc c'est vraiment, pour moi, le joueur de complément parfait, de mettre un peu n'importe où. Pour moi, c'est, dans la théorie, c'est vraiment le joueur parfait, le role player parfait, entre guillemets, parce qu'en plus, défensivement, il apporte pas mal. Mais le problème, c'est que ses tirs rentrent plus, en fait. Et du coup tu perds, du coup ça se casse un peu la gueule parce que du coup si il est plus respecté à 3 points, ces superbes choses qu'il fait en tant que connecteur, en tant que initiateur un petit peu tertiaire et tout, et en tant que bon défenseur perdent en valeur parce que il apporte moins de spacing. Et en vrai ça me fait chier parce que je pense que avec juste un shoot qui rentrerait mieux, ce serait vraiment la Rolls-Royce du role player, quoi. Je pense que c'est encore un mec qui profite un peu du biais de stéréotypage, en tout cas du côté c'est un shooter en sortie d'écran. Mais sauf qu'en fait, secrètement, c'est pas un bon shooter à 3 points, en tout cas pas tant que ça en fait. Le truc, c'est qu'il fait une très bonne année en 2022, il fait un 41% à 3 points à Miami dans ce rôle-là de spécialiste, ok. Mais déjà, c'était un rôle beaucoup plus mineur, pour le coup, c'était quand il joue à peine 20 minutes par match, 23 minutes par match, donc voilà. Mais à part cette saison-là, où il fait 41% à 3 points, tu vois, depuis 2 ans, il est à 35%. 35% à Miami l'an passé, 35% cette année, et donc c'est là où ça colle pas, comme tu dis, avec ce côté shooter, l'image, le stéréotype du shooter en sortie d'écran, quoi, que tu te dis, ouais, c'est un shooter d'élite, quoi, c'est Robinson, Duncan Robinson, c'est JJ Redick, c'est Kyle Korver, etc. J'exagère un peu, mais il y a un peu ce truc-là de shooter en sortie d'écran égale très bon shooter à 3 points. Bon, c'est un peu dommage, mais secrètement, de facto, c'est pas trop un excellent shooter à 3 points pour le coup. Et c'est peut-être là-dessus où je pense que il a à la fois peut-être un peu surestimé sur le shoot, en tout cas sur la capacité à mettre les tirs, parce que sur le dynamisme, en effet, le dynamisme est là, donc la menace de shoot, elle est là, il n'y a pas de problème. Par contre, les tirs, malheureusement, rentrent pas à la fin. Mais de l'autre côté, donc peut-être un peu surestimé sur ce shoot et un peu sous-estimé pour tout le reste. Et tu vois, je pense que c'est pas pour rien si, malgré ce 35% à 3 points, l'an passé, il avait piqué la place de Duncan Robinson. C'est que, il y avait le dynamisme, mais il y avait aussi la défense, en fait. Et c'est un mec qui est largement viable défensivement, même plus que ça, je trouve. Donc, ce qui fait que c'est pas tant que ça un shooter en sortie d'écran un peu classique, quoi. Le joueur un peu gadget, le joueur un peu nul en défense et qui va mettre ses tirs. C'est au final un mec qui est beaucoup plus complet que ça, en un sens. C'est-à-dire, ce mouvement, c'est bien, cette création de décalage, c'est bien. Encore que c'est pas non plus, voilà, tu le compares à des vrais, tu le compares par exemple à Duncan Robinson, je trouve qu'il est beaucoup moins dynamique que ça, il est beaucoup moins créateur de décalage, mais mine de rien, il apporte du mouvement, il apporte un peu ses courses, ses dribble end-off, ses zoom action, donc c'est quand même un certain niveau plutôt pas mal, même si c'est pas du niveau Redick, Korver, etc. Donc c'est pas mal. Et puis la défense que je trouve largement viable, et même dans les faits, il a été un peu le défenseur principal au point d'attaque de cette équipe des Cavs, parce que du reste, c'était soit des intérieurs, ok, soit des extérieurs. Donc t'avais soit Mitchell et Garland. Au final, dès qu'il y a un attaquant un peu dangereux, on va pas mettre Garland dessus, on va pas mettre Mitchell dessus, on va mettre Max Strus. Alors,
ce que je dis, c'est aussi on peut mettre un peu des nuances parce que justement, on a vu que dans l'année, c'est pas pour rien si Jarrett Allen parfois a été mis sur Kawhi Leonard, c'est pas pour rien si Evan Mobley aussi parfois est mis en match-up principal, là encore, sur des extérieurs, c'est qu'ils sont quand même, ils peuvent le faire. Donc c'est pas que lui, je veux dire. Mais mine de rien, voilà, c'est un mec qui fait sa saison et qui, tu sais, il y a un peu la légende de ouais, alors les mecs de Miami, ils sont bons que à Miami et quand ils partent de Spoelstra, ils sont nuls. Bah, je trouve qu'avec Max Strus, c'est un peu le contre-exemple parfait en fait. Ah bah oui, puis il y a une valeur à la passe qui est quand même bonne aussi, quoi. Et je trouve que c'est marrant, on l'avait remarqué, je crois quand on avait fait, c'était au tout début, on avait fait les Twitch sur les finales de 2023, et on s'était dit, le match commence par deux skip, je crois que c'est la victoire de Miami, et le game 2, et ça commençait par deux skip passes de Max Strus. Et on s'était dit, mais que se passe-t-il? D'où ça sort? D'où ça sort? Quelle planète? Et en fait, ouais, non, mais il y a ce truc-là de lecture, il est assez grand au final pour aussi sa mobilité. Ouais. Donc non, moi j'aime, c'est un joueur que dans la théorie que j'aime beaucoup, mais le problème c'est que dans la réalité, il met que 35% de ses 3 points, alors que pour que ce soit vraiment viable entre guillemets et qu'il y ait une grosse valeur à aller extraire, il faudrait qu'il soit plus vers les 38-40 quoi. Ben ouais, effectivement. Et tu vois, en carrière, il est à 36. Donc, il est à peine au niveau moyen. Donc, c'est un peu ce décalage entre il a le jeu d'un mec en sortie d'écran qui d'habitude est très bon et finalement, le résultat ils sont pas forcément là, quoi. Donc, c'est un peu dommage, mais non, mais c'est un profil, je trouve, assez complet. Son défaut, en fait, c'est que c'est pas le joueur parfait. Pourquoi je dis ça? C'est que le problème, c'est que Cleveland, tu sais, ce quatuor a une certaine rigidité et des certains défauts, des compromis. Et donc, voilà, t'as 4 gros salaires, 4 mecs à gros statut et que t'as pas envie d'échanger non plus parce qu'ils sont bons, mais redondance de déficience défensive sur le backcourt entre Garland et Mitchell, ok, et puis redondance de manque de spacing à l'intérieur. Voilà, c'est un peu les compromis qu'on connaît et qu'on a détaillés pendant toute la saison à Cleveland. Donc ces compromis, on les connaît. Et donc voilà, c'est quand même les 4 joueurs majeurs. Quel est ton seul point de marge de manœuvre en fait? C'est le poste 3 au milieu. Et en fait, c'est un peu con, mais pour faire marcher le tout, il faudrait que le poste 3 soit génial. Bon, Max Strus n'est pas ça. C'est-à-dire que ça serait encore mieux s'il pouvait être défensivement encore mieux pour combler les déficiences défensives de Garland Mitchell. Et ce serait mieux s'il pouvait être encore plus scoreur, encore plus spacing fou en termes d'efficacité au shoot notamment pour combler les déficiences de spacing de Mobley et Allen. Mais bon, je trouve que par rapport à ça, ok, c'est pas le joueur parfait, parce que, en même temps, qui est vraiment le joueur parfait qu'on pourrait mettre à part Durant, tu vois, peut-être, hein, le prime Durant, ok, ça règle à peu près tous les problèmes, et tu peux continuer avec ce quatuor, mais de manière de manière réaliste, pardon. Oui, j'ai fait mon Jean-Claude Van Damme, Jean-Claude Van Damme. Top 100, on est fatigué, c'est le dernier numéro. Non, mais de manière réaliste, t'avais le salaire que tu peux offrir quand t'as déjà ce quatuor, il va être limité. Ouais. Et je trouve que, par rapport à son salaire et par rapport à son statut, c'est pas parfait, mais c'est pas mal, hein, en termes de combler. Qu'est-ce qu'il faut combler? Ouais, non, franchement, ça fonctionne bien. Et en plus, c'est un joueur qui pourrait fonctionner de partout. Mais là, il répond pas mal, justement, à tous leurs problèmes de rigidité. Parce que lui, du coup, ne l'est pas. Et en plus, je trouve qu'il a développé une certaine synergie avec pas mal de ses coéquipiers, justement, un peu rigides. Et il a été balancé un petit peu de line-up en line-up parce que il y a eu Garland qui était blessé, puis c'était Allen, puis c'était Mobley, puis c'était Mitchell. Peut-être dans une structure où il y a moins de blessés, il y a plus de continuité sur la saison 2, ça pourrait peut-être encore mieux se passer. Donc voilà, là c'est pas pour l'évaluation actuelle, mais c'est un peu pour se projeter la saison prochaine. Je pense que ça peut être encore plus intéressant parce que quand on regarde les line-up avec lesquels il a été, en fait il a un peu bouché aussi ces trous-là. Donc d'un côté, c'est un peu ce qu'on lui demande de pouvoir jouer avec tout le monde tout le temps, mais je pense qu'avec une meilleure continuité et moins de blessures, ça peut être très intéressant. Et moi, j'ai toujours pas vendu mes stocks de Cleveland, qui pour moi, quand ils perdent en 2023 contre New York, c'est pas forcément. Ils auraient pu battre d'autres équipes, ils sont juste tombés contre New York et c'était pile poil la match-up qu'il fallait pas. Mais je pense que cette équipe de Cleveland est meilleure que ce que les résultats des 2 dernières saisons et les 2 dernières playoffs veulent bien laisser croire. Oui, mais moi, cette année-là, je pensais qu'ils pouvaient battre les Bucks. Donc, bon, au final, j'ai eu tort et raison parce que les Bucks sont pas passés non plus. Mais non, mais je te rejoins et ça fait aussi en un sens partie de l'évaluation de la saison, hein, ce que tu dis, parce que tu vois, c'était lui qui devait un peu faire le lien, comme on dit, entre les différents compromis entre les petits et les grands, des stars. Mais c'est même lui qui a été un peu le compromis parfait et qui avait un peu la valeur un peu, comment dire, la valeur structurelle de présenter les 2 avantages, défense et spacing, ne serait-ce que sur le poste 3.
Parce que même à Cleveland, bah, soit tu jouais avec George Niang, poste 3-4, bon, plutôt 4, mais avec donc cette option spacing, soit sinon tu avais l'option Isaac Okoro, mais qui était que défense. Donc même par rapport à ça, c'est aussi pour ça que tu vois, tu dis il a été baladé partout, mais parce que c'est un peu le mec qui offre un minimum au moins dans les deux, quoi. Alors que Okoro c'est purement défensif, alors que Niang c'est plutôt purement offensif. Donc voilà pour Max Strus qu'on aime pas mal, même si c'est pas parfait, on aimerait bien un shoot qui rentre, mais en tout cas c'est pas mal. Et donc dans le classement, où est-ce qu'on imagine ce package alors? Où est-ce que moi je l'imaginerais avec Josh Hart. Ouais, non, ça me paraît bas en fait. Ça me paraît bas. Et avec Dante DiVincenzo. Alors Dante, il est où Dante? Il est 61. Donc niveau Norman Powell, Michael Porter Jr., Austin Reeves, etc. quoi. Ouais, dans un profil J'avoue différent. que je suis quand même en dessous. Je suis quand même en dessous parce que DiVincenzo, il a gros volume à 3 points, défense moins polyvalente, mais tout de même très bonne. Un peu de passing aussi, intelligent. Enfin, quoi que tu me diras, Max Strus a le passing, mais en fait, ce qui me dérange, c'est que j'ai pas envie de récompenser un peu trop le profil théorique, quoi. Tu vois, il faut aussi prendre en compte le fait que, de facto, il était pas efficace, quoi. Je suis d'accord. Jalen Johnson? Est-ce qu'on ne mettrait pas avec Jabari Smith, Kuminga, Jalen Johnson, et du coup, Josh Hart, au final, là où j'avais commencé au début? On peut le mettre par là. Josh Hart, c'est vrai que c'était pas mal. Le duel avec Duncan Robinson est intéressant. Pour moi. Qui est-ce que tu préfères entre les deux? Je pense que je préfère Duncan Robinson pour l'attaque. Je pense aussi, hein. Ouais. Mais Duncan Robinson, il est pas un peu bas, en fait? Il est peut-être un peu bas. Est-ce qu'il est vraiment derrière des Bogdanovic et McCollum? Tout de même, je pense quand même. Ouais, bon, du coup, au final, c'est juste dans le même groupe, quoi. C'est une question de 5 places, quoi, au final. Oui, voilà, ouais. La marge d'erreur. Ouais, et puis le minutage est pas non plus... Enfin, c'est un élément important, mais qui sort du banc. Alors, minutage de quasi titulaire, mais non, mais ok, bon, on peut le coller à Robinson, alors. Ça peut être... Ouais, on peut le mettre entre Josh Hart et Robinson. Ok, faisons ça. Mince, j'ai perdu. Où est-ce qu'il est? 80... Okay. 80. Non, mais j'ai perdu dans mon tableur la petite cellule. Oui. Max Strus, où tu es, toi? Viens ici. Viens ici, mets-toi là, à côté de Robinson. Ok, ça marche. Et donc alors, c'est pas Josh Hart, hein, du coup, parce qu'on a aussi Lou Dort, Nesmith et Jalen Suggs qui ont été insérés ici depuis. Donc ça ferait entre Jalen Suggs et Duncan Robinson, alors, un truc comme ça. Ouais, ça me va très bien. 80e place, ça marche. Et donc, petit quiz pour terminer, c'est le moment de répit, puisqu'on n'est pas contre Memphis. C'est tout de même qui est sur le terrain pour exactement, action marquante de la saison. Le 28 février 2024, qui est sur le terrain au moment de ce buzzer beater complètement fou de Max Strus. Ah, t'es un mec sympa, parce que du coup, c'est la fin de match serré, donc il doit y avoir Doncic, Kyrie, PJ Washington, Derek Lively. Non. Daniel Gafford. Non plus. Parce qu'en fait, je sais pas si tu te souviens de la séquence, c'est Dallas qui est à -1. Et donc Dallas qui est obligé de mettre un line-up offensif pour scorer. Et derrière, il reste une seconde et Max Strus se met le tir. Mais techniquement, on a un line-up offensif pour Dallas et défensif pour les Cavs. Ok, du coup, Maxi Kleber ou même pas? Exactement, Maxi Kleber, ouais, c'est ça, tout à fait. Et Tim Hardaway Jr.? Exactement, Tim Hardaway Jr. Ok. Et du coup, côté Cavs, ça doit être Mobley. Oui. Allen. Oui. Strus. Donovan Mitchell. Et non, il est sur le banc parce que possession défensive. Ah ouais, du coup ils ont vraiment, ils ont vraiment caché tous les larmes. Ouais. Du coup Okoro. Ouais. Et pas Sam Merrill, Dean Wade. Non. Ah, ok. Pas Dean Wade. C'est con, ça marchait bien en défense, Dean Wade. Si je te dis très inefficace. Ah putain, je sais pas comment il s'appelle. Je pense. Ce n'est pas le rouge. Bates. Non. Ah non. Ce n'est pas le rouge. Ce n'est pas le violet. Ce n'est pas le mauve. Ce n'est pas le jaune. Ce n'est pas le pourpre. Ce n'est pas le bleu. Ce n'est pas l'indigo. Ce n'est pas le fluorescent. Attends, il y a un mec... Ah, mais j'ai cité toutes les couleurs sauf une. Il y en a un qui, son nom, ça commence par le et une couleur. Mais quand même, là. Ah, waouh, ok. Caris. Ah bah oui, Caris Levert, enfin. Eh oui. Ah oui, mais tu m'as dit line-up défensive aussi. Moi, j'ai pas pensé à Caris Levert. Ah oui, mais il est bien considéré. En défense par ses coachs. Ah bon?